Shalom, une émission d'information et de formation sur les questions de société, présentée par la Commission diocésaine Justice et Paix de Pointe-Noire. Comment mener l'exploitation forestière et respecter les droits des communautés riveraines, entendu par là les communautés locales et les populations autochtones? Que dit la législation et comment les compagnies devraient s'y prendre? Quelle implication des autorités locales administratives et comment les commissions diocésaines Justice et Paix de la province ecclésiastique du Sud-Ouest en sigle PESO suivent-elles l'impact de cette activité sur les communautés riveraines? Pour toute réponse à ces questions, Shalom a réalisé une série d'interviews avec les acteurs de terrain que vous allez écouter. Pour la mise en onde de cette émission, Alain Didier Syriac Louranana a bénéficié de la précieuse collaboration technique de Gislain Egouya, l'homme à la main digitalisé au doigt en or, le dieu de la console, le grand maestro. À vous qui êtes près de vos postes récepteurs pour nous écouter, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous êtes, compte tenu des écarts entre fuseaux horaires. Pour tout commencer, retrouvons Jean-Claude Janada dans Devant ton icône Marie. Devant ton icône Marie, je cherche des choses à te dire. Devant ton icône Marie, je ne trouve rien à te dire. Alors tout simplement, je viens te regarder avec un cœur d'enfant, t'entendre et t'écouter. Tu me parles de vigilance et du silence du veilleur, celui qui scrute sa présence et son passage en notre cœur. Devant ton icône Marie, je cherche des choses à te dire. Devant ton icône Marie, je ne trouve rien à te dire. Alors tout simplement, je viens te regarder avec un cœur d'enfant, t'entendre et t'écouter. Devant ton icône Marie, c'était Jean-Claude Janada pour le grand plaisir des auditrices et auditeurs de Shalom. Et je tiens à rappeler que l'émission de ce jour porte sur l'exploitation forestière et le respect des droits des communautés riveraines. Sans trop tarder, prière d'écouter cet acteur de terrain qui évoque un certain nombre de problèmes rencontrés dans les communautés où il se rend chaque fois pour ce suivi. Romaric Ntakunzapo, bonjour. Bonjour, monsieur Louganana. Vous êtes le chargé de programme de la commission Justice et Paix de Nkayi. Votre commission travaille sur la gouvernance forestière et vous faites le suivi de l'impact de l'exploitation forestière sur les communautés riveraines. Quel est l'épicentre de votre activité? Alors, notre activité se déroule précisément dans le département d'Adali-Koumou. Et étant donné qu'il est difficile de s'étendre dans tous les départements, nous avons donc installé des groupes d'éveil dans un certain nombre de villages tenant compte de certains facteurs. Il y a le facteur proximité pour avoir la possibilité de faire des descentes de terrain. Donc, sur ce facteur proximité, nous avons installé un groupe de veille dans le village Mapati. Nous avons installé un autre groupe dans le village Mbaka. Et l'autre facteur, c'est le facteur stratégique avec le village Ngonaka, puisque avec Mapati et Mbaka, nous l'avons installé en tenant compte du fait que ce sont ces deux villages qui se trouvent sur l'UFE Mapati. Et avec Ngonaka, nous nous sommes dit, c'est un village qui se trouve à la frontière entre deux UFE, donc Mpoko Bougoué et un autre UFE qui s'étend jusqu'à Zanaga. Donc nous avons installé aussi un groupe d'éveil au niveau de Ngonaka. Vous parlez des UFE. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Alors, les UFE, ce sont les unités forestières d'exploitation.
qui sont sous l'exploitation des compagnies qui ont bénéficié des contrats d'exploitation de ces concessions. Vous parlez de Mapati, de Ngonaka et d'autres localités. Alors, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans ces localités-là? Et s'il y en a qui sont spécifiques, comment est-ce que les autorités locales, administratives, ou encore les compagnies elles-mêmes font-elles face à ce genre de problèmes? Alors, dans ce village, les problèmes que les populations rencontrent sont liés à l'accès à l'eau, l'accès aux soins de santé de qualité, mais aussi aux problèmes d'entretien d'infrastructures routières. Et les problèmes particuliers ici, s'il y a problème d'accès à l'eau, s'il y a problème d'accès aux soins de santé de qualité, s'il y a problème d'entretien d'infrastructures routières, tous ces problèmes sont liés à l'inexécution d'un certain nombre d'obligations qui émanent, n'est-ce pas, de ces compagnies qui exploitent à proximité de ces localités. Et ces obligations sont contenues dans un document précis qu'on appelle cahier de charges et qui constitue ici comme un contrat dans lequel on retrouve les obligations sociétales des entreprises en termes de développement local. Et il émane de la responsabilité du ministère de l'économie forestière de mettre la pression pour l'exécution de ces obligations afin que ces villages puissent connaître un projet socio-économique, un progrès plutôt. Merci. Vous parlez de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez évoqué des problèmes de pollution qui entraînent aussi d'autres problèmes comme les problèmes de santé. Est-ce que ces compagnies-là, dans le cadre de leur responsabilité sociétale et environnementale, prévoient des mécanismes de compensation? Malheureusement, sur le terrain, nous ne disposons pas de données nous permettant de dire que ces sociétés se préoccupent des mesures de compensation liées à la prise en charge des impacts que ces populations subissent du fait de leurs activités, malheureusement. Vous avez parlé des groupes de veille locaux qui existent dans les villages où vous faites des centres de terrain, comme Mapati et Ngonaka. Alors, quelles sont les missions spécifiques de ces groupes de veille? Alors, étant donné que le nouveau code forestier a instauré la gestion participative dans l'exploitation forestière, ces villages ou ces communautés, en réalité, sont impliqués dans la gouvernance forestière, dans la gestion des ressources forestières, en ce sens qu'elles ont cette obligation-là de faire le suivi d'exécution de cahiers de charges. Et en réalité, les cahiers de charges sont élaborés aussi avec leur participation et la participation de la société civile. Mais étant donné qu'en pratique, nous sommes en présence de cahiers de charges qui ont été élaborés avant l'entrée en vigueur du nouveau code forestier. Donc actuellement, le travail que nous faisons, c'est un travail de suivi, d'exécution, mais aussi de préparation à l'élaboration future des cahiers de charges. Donc dans ces villages, nous faisons le suivi d'exécution de cahiers de charges. Nous prenons des cahiers de charges, nous vérifions les obligations qui sont contenues et ces communautés sont impliquées dans la vérification du niveau d'exécution des obligations des cahiers de charges. À côté du suivi d'exécution de cahiers de charges, il y a que dans le nouveau code forestier, chaque société qui exploite devait verser 200 francs par mètre cube du bois coupé et ce 200 francs par mètre cube doit alimenter un fonds de développement local qui est placé sous la gestion d'un organe technique qu'on appelle le conseil départemental en vue du financement des micro-projets soumis par ces communautés locales pour leur développement économique. Alors, pour ce qui est du cas du département de l'Alékoumou, donc le conseil ayant reçu un fonds des sociétés qui exploitent dans le département, avait demandé aux villages qui sont impactés par l'exploitation forestière de soumettre des micro-projets.
Mais malheureusement, certains villages ont connu un début d'exécution de ces projets, mais d'autres non. Il y a aussi que lorsqu'on analyse ces projets ne reflètent pas les besoins réels de ce village. De quoi se demander, est-ce que ce sont ces villages, ces communautés qui ont exprimé leurs besoins réels pour la réalisation de ces projets, ou bien ce sont des propositions qui émanent d'une autre entité qui ignore tout de leur réalité. Pour la petite exemple, on va vous parler par exemple de l'achat d'une machine de briqueterie dans un village comme Ngonaka. Voyez-vous, alors qu'on sait que dans ces villages, les gens ont des méthodes pour la fabrication des briques et la construction, et on pense que cela ne peut pas occasionner une évolution économique dans la mesure où si on fait des briques en Ngonaka, qui viendra acheter? Donc voilà, il y a de quoi se poser des questions sur les personnes qui ont élaboré ces projets, sur les motivations réelles de ces projets. Merci. Oui, sur les motivations réelles de ces projets, je me rends compte qu'il y a aussi là des sujets de plaidoyer. Alors, quel type de plaidoyer que votre commission compte mettre en place pour essayer d'amener les compagnies ou encore les autorités départementales à prendre toujours en compte les besoins des populations? Alors ici, il faudrait d'abord et avant tout commencer par préparer les communautés locales à élaborer des projets qui tiennent compte de leurs besoins réels, et aussi faire un plaidoyer au niveau de l'administration forestière à faire de telle sorte que dans l'élaboration des micro-projets qui doivent être financiers, que ces micro-projets tiennent compte des besoins réels de ces populations. L'autre plaidoyer, c'est aussi voir avec le conseil départemental, avec la direction départementale d'économie forestière, comment mettre la pression à toutes ces sociétés d'exploitation forestière qui ne sont pas arrivées à 100% de l'exécution de leurs obligations sociétales contenues dans les cahiers de charges qu'elles ont signés. Merci beaucoup, M. Romaric. Je vous en prie, M. Luganana. Romaric Nzakunzaku n'est pas le seul acteur de terrain qui fait le suivi de l'impact de l'exploitation forestière sur les communautés. S'il intervient dans les départements de la Bouenza et de la Lekoumou que couvre le diocèse de Nkayi, un autre acteur intervient dans le département du Niari. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées ces communautés du Niari qui sont riveraines de l'exploitation forestière? La réponse dans cet élément que je vous propose d'écouter. Serra Victor Bakala, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain. Vous êtes le chargé de programme de la commission Justice et Paix de Dolisie et votre commission fait le suivi de l'impact de l'exploitation pétrolière sur l'environnement et les communautés riveraines dans le diocèse qui est le vôtre. Alors, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les communautés que vous rencontrez? Merci de m'avoir accordé la parole, Monsieur Alain. Alors, les communautés riveraines d'exploitation forestière sont confrontées à plusieurs problèmes, parmi lesquels ces communautés-là ont vraiment un manque de centres de santé, ils ont des problèmes des écoles, ils ont parfois des problèmes de route, ils sont parfois confrontés à des problèmes de spoliation des terres lorsque les entreprises viennent s'implanter dans leur zone. Et du coup, ces populations-là n'ont plus accès dans leurs champs pour pratiquer par exemple l'agriculture. Vous parlez des communautés, est-ce que vous pouvez les nommer? Les nommer, oui, il y a les CLPA, les communautés locales et populations autochtones, puisque nous intervenons dans ces zones, là où il y a aussi des autochtones. Donc du coup, ce sont ces communautés-là qui sont pénalisées. Est-ce que elles sont organisées dans des villages? Et s'il y a des villages, quels sont les noms de ces villages? Bon, depuis que nous avions commencé avec le suivi de l'impact de l'exploitation forestière dans ces villages, dans le Niari, vraiment, ces communautés ne sont pas encore
organisées. Voilà pourquoi nous sommes en train de les accompagner, n'est-ce pas, afin qu'elles soient organisées pour mener des actions qui feront écho auprès de ces sociétés qui exploitent le bois dans ces zones. Et donc, vous pensez que ces problèmes sont liés à l'exploitation forestière, c'est-à-dire que le manque de santé, le manque des écoles, c'est lié à l'exploitation forestière? Non, ces problèmes ne sont pas peut-être directement liés à l'exploitation forestière, mais ce sont des localités qui sont reculées. Je dirais par exemple des localités qui sont peut-être un peu qui se sont un peu délaissées par le gouvernement. Je prends l'exemple des communautés de Ngwanga par exemple. Ngwanga est à 45 km du district de Nyanga. Alors, lorsque nous y étions, et on a retrouvé aucun centre de santé, on n'a retrouvé aucune école, et pourtant c'est un village qui regorge au moins près de 300 habitants. Donc du coup, il devait y avoir une nécessité de créer une école, de créer par exemple un centre de santé intégré. Mais lorsque les populations de Ngwanga sont malades, ou bien lorsqu'il y a une femme qui veut donner naissance à un enfant, eh ben, ces populations courent vite, si ce n'est pas à Divenier, soit à Nyanga. Mais voyez un peu la distance et l'état de la route, je vous assure que ce n'est pas facile. Donc, la femme a des 1000 chances de donner naissance, soit dans l'herbe ou bien au cours de la route. Et les moyens de transport aussi. Parfois, ces femmes sont transportées sur des Jakarta. Mais vous savez, monsieur Alain, une femme qui veut donner naissance, être transportée sur une Jakarta, je ne pense pas. Donc voilà un peu des problèmes auxquels ces populations sont confrontées. Oui, mais les entreprises ont ce qu'on appelle la responsabilité sociétale et environnementale. Vous avez déploré le fait que l'État ne fait absolument rien pour ces communautés, pour ces populations, mais en temps aussi il y a les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce que les entreprises n'ont pas un œil sur ces communautés-là au fin d'apporter une assistance? Bien, merci pour cette question. Alors, comme vous l'avez su le dire, dans le cadre de la responsabilité sociétale de ces entreprises, eh bien, ces entreprises devraient intervenir tant soit peu pour essayer d'alléger ou bien d'améliorer un peu les conditions de vie de ces populations. Mais malheureusement, quand bien même ces entreprises connaissent la réglementation congolaise qui est donc la loi forestière en la matière, mais ces entreprises ne font absolument rien. Le code forestier de 2020, dans ses dispositions, prévoit ce que l'on appelle par le cahier de charges. Le cahier de charges, c'est un mécanisme de partage de bénéfices. Alors, vous vous rendez compte que dans ces localités, le cahier de charges normalement devait être rédigé par les populations eux-mêmes. Mais les populations n'expriment pas leurs besoins. Ces cahiers de charges sont parfois rédigés dans des bureaux et c'est quelque chose qu'on vient imposer au niveau des communautés. Et alors, les communautés n'expriment pas réellement leurs besoins. Donc, c'est ce qui fait qu'il y ait ce problème, ce blocus-là. Et ces entreprises, quand bien même ils connaissent, mais étant donné que les communautés elles-mêmes ne maîtrisent pas, ne maîtrisent pas leurs droits, alors comment elle est censée suivre ce qu'elle ne connaît pas? Comment est-ce qu'elle est censée suivre ce qu'elle ne connaît pas? Dans tout ça, quelle action la commission justice et paix de Dolisie mène-t-elle pour accompagner ces communautés, à les éclairer certainement, de sorte que des solutions puissent être trouvées à tous les problèmes auxquels elles sont confrontées? Alors, merci déjà pour cette question. Alors, c'est notre champ d'application, c'est le travail que nous menons depuis que nous avions été installés dans nos différents diocèses, particulièrement dans le diocèse de Dolisie. Alors, nous accompagnons ces communautés, n'est-ce pas, en matière de sensibilisation. On les sensibilise
en leur montrant l'étendue de leurs droits, ce qu'elle peut faire pour réclamer lorsqu'elle est lésée, ce qu'elle peut faire pour réclamer en droit. Nous les accompagnons aussi en mettant en place des différents comités de suivi de l'impact de l'exploitation forestière. Dans tous les villages où nous sommes passés, nous avions mis des comités de suivi. Nous sommes aujourd'hui à 8 villages dans le département du Niari, donc dans l'axe Mosenjo. Nous avions mis 2 comités de suivi de l'impact de l'exploitation forestière, et dans l'axe Nyanga, nous en avons 6. 6, voilà. Dans l'axe Mosenjo, c'est dans quel village exactement? Dans l'axe Mosenjo, c'est dans le village de Yaya Centre et puis Mouyala. Et dans l'axe de la Nyanga? Dans l'axe du Nyanga, dans l'axe Nyanga, puisque là il y a 2, dans l'axe Nyanga il y en a 2. Nous avions d'abord fait l'axe Nyanga, nous avions monté un comité dans le village Irogo, un autre comité dans le village de Ngwanga, et ensuite nous sommes partis sur l'axe Divenier. Sur l'axe Divenier, nous avions mis un comité sur l'axe Nkala, Miduma et Inyunga. Et puisque vous n'êtes pas tout le temps dans ces villages-là, c'est quoi les mécanismes, les canaux de communication, hein? Comment faites-vous le suivi du travail de ces comités-là qui font également le suivi de cet impact sur place? Très bien, merci pour cette question. Alors, ces comités que nous avions mis en place nous permettent, donc ces communautés permettent de recueillir des informations dans les localités là où elles sont, s'il y a des impacts, s'il y a des soucis. Et à la tête de ces comités, nous avions pris les responsables qui est par exemple le chef du village ou bien le chef de bloc ou le chef du quartier, suivi de son secrétaire. Donc si par exemple, je prends un exemple, à Mouyala, il y a par exemple un problème qui oppose soit la population et la société forestière, le chef du village, qui est donc du coup le président du comité ou bien son secrétaire, monte une fiche, puisque nous les avons formés à monter une petite fiche, et la fiche nous est transmise par le canal, soit par WhatsApp, en film, ou bien si nous avions des moyens de communication, notamment le crédit et tout, parfois on m'appelle, moi qui suis chargé de programme à la commission justice et paix, on m'appelle et puis voilà, on me donne des grandes lignes, je note, après je monte une petite fiche et je regarde à mon niveau si je peux apporter des conseils, et si je suis un peu limité, je fais recours à Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est assez nanti dans ce domaine. Pointe-Noire me donne également des conseils ou des arguments afin de trouver une solution à ce problème. Quand vous parlez de Pointe-Noire, vous faites allusion à qui? Lorsque nous parlons de Pointe-Noire, je fais allusion à la responsable des projets de Pointe-Noire, puisque nous travaillons ensemble. Pointe-Noire qui est la commission diocésaine de l'archidiocèse, donc qui nous accompagne dans ce volet de la gouvernance forestière, étant donné que Pointe-Noire avait déjà commencé de travailler dans ce volet-là, mais Pointe-Noire travaille plus sur l'exploitation pétrolière. Or, les mêmes conséquences que l'on retrouve sur l'exploitation pétrolière sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve sur l'exploitation forestière. Donc, c'est ce qui fait que Pointe-Noire a un pas d'avance sur nous, parce que nous venons à peine de commencer le travail dans la gouvernance forestière. Si je comprends bien, lorsque vous parlez de Pointe-Noire, il s'agit de la commission justice et paix de Pointe-Noire. Effectivement, il s'agit de la commission justice et paix de Pointe-Noire. Nous vous remercions, monsieur Serra Victor Bakala. Merci beaucoup. Auditrices, auditeurs de Radio Maria, vous qui écoutez Shalom présentement, les problèmes sont nombreux dans les communautés impactées par l'exploitation forestière. Mais comment la commission Justice et Paix de Pointe-Noire accompagne les commissions Justice et Paix de Dolisie et de Nkayi sur cette question? La réponse dans cet élément que je vous propose d'écouter.
Madame Priska Makaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des projets au sein de la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. On parle beaucoup de cette commission. Il y en a qui pensent qu'il s'agit d'une juridiction, il y a d'autres qui pensent qu'il s'agit d'une structure de médiation, sinon carrément une structure où ne travaillent que les juristes. Madame Makaya, qu'est-ce que la commission Justice et Paix? Quand a-t-elle été créée? Quelles sont ses missions et quelles sont ses activités ici dans l'archidiocèse de Pointe-Noire? La commission Justice et Paix de Pointe-Noire est un service de l'Église catholique qui est chargé de promouvoir les droits humains et la justice sociale. Donc voilà un peu sa mission qui a été confiée par, on va dire, les évêques lors de sa création en 1997. Notamment le 3 octobre 1997. Donc depuis là, la commission Justice et Paix mène plusieurs activités de sensibilisation et de formation sur les droits humains et aussi des actions de sensibilisation sur les enjeux de société. Donc voilà un peu ce que la commission Justice et Paix fait au niveau de Pointe-Noire. Madame, votre commission est très présente dans les communautés riveraines des exploitations pétrolières du Kouilou. On parlera du district de Inda, qui est pratiquement l'épicentre de cette exploitation pétrolière. Mais il y a aussi d'autres axes, comme celui de Njeno jusqu'à Chiminzi là-bas, mais aussi du côté de Madingoka, et lorsqu'on voit des villages comme Olmoni et bien d'autres. Aujourd'hui, cette commission s'est aussi lancée dans la gouvernance forestière et vous êtes en train d'appuyer les commissions Justice et Paix des diocèses de Dolisie et de Nkayi dans le suivi de l'impact de l'exploitation forestière. Vous avez beaucoup travaillé sur le suivi de l'impact de l'exploitation pétrolière dans le Kouilou. Alors, maintenant que vous êtes sur le suivi de l'impact de l'exploitation forestière, quels sont les problèmes communs que vous avez rencontrés selon votre expérience dans le Kouilou et dans les départements du Niari, de la Bouinza et de la Lekoumou qui sont couverts par ces deux diocèses que nous avons cités tout à l'heure? Merci. En fait, que ce soit les communautés riveraines de l'exploitation pétrolière ou bien encore les communautés riveraines de l'exploitation forestière, elles souffrent un peu à peu près des mêmes problèmes ou des mêmes maux, tels que, par exemple, le manque d'accès à l'électricité, le manque d'accès pour certaines communautés à l'eau, à une eau potable, des problèmes d'infrastructures routières surtout. Ça, c'est vraiment, ça a été relevé dans plusieurs communautés, que ce soit dans le Niari, la Lekoumou ou bien encore dans le Kouilou. Mais en plus de ça, c'est le fait que ces communautés ne sont pas fortement impliquées dans les décisions qui affectent leur vie. Donc, elles voient parfois des sociétés arriver avec des projets qui ont été certainement validés par les pouvoirs publics, mais dont eux, à la base, il n'y a pas eu de consultation. Donc, elles subissent, on va dire, au quotidien les projets qui sont menés dans leur communauté, dans leur localité, alors qu'elles devraient prendre une part effective dans les décisions qui, à la longue, affectent leur vie. Donc, succinctement, c'est un peu ça que les communautés vivent au quotidien, que ce soit dans les communautés pétrolières ou dans les communautés forestières. Comment appuyez-vous les commissions Justice et Paix de Dolisie et de Nkayi dans le suivi de l'impact de l'exploitation forestière? Forte de notre, on va dire, expertise ou de ce que nous avons déjà fait dans les communautés pétrolières, nous avons voulu, dans un sens, implanter la même chose dans les communautés forestières. Donc, premièrement, c'est donner le savoir, donner la connaissance à ces populations qui vivent des méfaits parfois de l'activité qui est réalisée dans leur communauté, le savoir nécessaire pour pouvoir défendre leurs droits. Dans un premier temps, nous accompagnons la commission JCP de Dolisie et de Nkayi dans la vulgarisation, par exemple, de la loi forestière.
notamment le Code forestier de 2020, où il y a plusieurs dispositions qui sont prévues pour amener les populations locales à plus de participation, à donner leur avis et qui fait aussi qui met en place aussi un cadre de concertation entre les pouvoirs publics, les sociétés et les populations locales. Donc, dans la mise en œuvre de ce cadre, nous accompagnons les commissions JCP de Dolisie et de Caille pour que, au niveau des localités forestières, qu'il y ait aussi ce genre de cadre. D'un autre côté aussi, nous avons mis en place des groupes locaux dans les différents villages où nous avons discuté, parce qu'il fallait qu'il y ait des interlocuteurs avec la commission JCP. Donc, à ce niveau-là, pour former, il fallait qu'il y ait un noyau qui puisse suivre l'activité au quotidien. Et ce noyau est formé au quotidien, avec qui aussi nous avons des rencontres, nous avons des échanges qui font ce travail-là de relais, mais en même temps des actions qui sont entreprises au niveau des commissions JCP, que ce soit de Dolisie, de Caille ou de Pointe-Noire, mais aussi font la remontée des informations. Parce que pour bien travailler, il faudrait qu'on ait les informations à la source, donc à la base. Eux, ils sont là, ils vivent au quotidien des situations. Et c'est ça, par rapport à ces situations que la commission, je sais pas, que ce soit de Dolisie ou d'Unkai, essaie un peu de mener, de préparer ces actions sur le terrain. Donc, il y a ce travail de sensibilisation, il y a ce travail de vulgarisation et il y a ce travail de formation que nous faisons au niveau des commissions, je sais pas, non seulement d'un CAI, mais qui ont aussi comme un relais au niveau des localités forestières. Vous parlez donc des groupes qui ont été mis en place dans certaines localités des diocèses d'Unkai et de Dolisie. Est-ce que vous pouvez nous citer, à titre d'exemple, 2 ou 3 communautés où ces groupes ont été mis en place? Par exemple, dans la Lekoum, on a mis en place un groupe au niveau du village Ngonaka. Dans le village aussi de Yayam, où nous avons été, il y a un groupe qui existe là-bas. Et dans d'autres villages encore qui sont un peu plus éloignés. Donc, plusieurs groupes ont été mis en place, mais ces groupes-là ne demandent qu'à travailler. Donc, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de formation, ce qui nécessite aussi des moyens, parce que pour suivre l'activité forestière, il faut qu'ils aient des connaissances, et c'est pour cela que ces groupes ont été mis en place. Donc nous les formons, nous les accompagnons et nous travaillons étroitement avec eux. Pour travailler étroitement avec ces groupes, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'actualité de la commission justice et paix de Pointe-Noire. Sauf si on est le seul dans toute la Judée, sinon à Jérusalem, à ne pas savoir que le Christ est ressuscité. Nous savons tous que vous avez élaboré un plan stratégique et un plan de mobilisation des ressources financières. Moi, curieux que je suis, j'ai jeté mon œil sur ce plan stratégique et j'ai retenu qu'il y a 3 axes. Le premier, c'est gouvernance, droits humains et état de droit. Le deuxième, c'est justice sociale, économique et environnementale. Et le troisième, création, redynamisation et mobilisation des comités paroissiaux justice et paix. Dans quel axe peut-on ranger le suivi de l'impact de l'exploitation pétrolière et le suivi de l'impact de l'exploitation forestière? Bien, c'est dans le deuxième axe qu'on a intitulé justice sociale, environnementale et économique. Donc, parce que là, ça englobe, on va dire, tous les aspects dont les mots aussi, dont souffrent ces communautés. Parce que par rapport à l'activité pétrolière ou forestière, il y a un impact sur l'environnement. Donc, le travail qui est fait, c'est de suivre un peu quel est l'impact, que ce soit bénéfique ou positif, de ces activités sur l'environnement, sur les populations. Et dans d'autres circonstances, dans d'autres localités, certaines localités qu'on a pu identifier, on se rend compte que le fait qu'il y ait des impacts négatifs sur l'environnement, par exemple dans le Kouilou, où on déplore par exemple le pourrissement de manioc, que les populations attribuent à l'activité pétrolière.
Mais il y a maintenant, exemple, l'appauvrissement des sols qui fait que les rendements agricoles ne sont plus comme avant. Donc, ça devient aussi une source de perte, de gains pour ces populations. Donc, vous voyez bien qu'il y a un aspect aussi économique qui est mis à mal à cause de ces activités qui sont développées. Donc, il y a un lien entre la justice sociale, économique et environnementale et les activités pétrolières et forestières. C'est dans ce cadre que ces activités seront menées dans cet axe-là. Priska Makaya, je rappelle que vous êtes la responsable des projets au sein de la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. Shalom vous dit merci. Merci, monsieur le juge. J'espère que tout a été dit par les différents acteurs qui sont intervenus. Prière alors de souffler aux côtés de Georges Moustaki dans Mon vieux Joseph. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Et oui, on ne peut en vouloir au vieux Joseph d'avoir préféré Marie. C'est donc sur cette note musicale que vient de nous proposer Georges Moustaki que nous mettons un terme à cette émission consacrée au suivi de l'impact de l'exploitation forestière sur les communautés riveraines dans les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou que couvrent les commissions Justice et Paix de Dolisie et d'Nkayi. À vous qui avez écouté cette émission depuis Ouesso, Brazzaville, Nkayi, Pointe-Noire et partout dans le monde, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. C'était Shalom, présenté par la Commission diocésaine Justice et Paix de Pointe-Noire.